Comme si c'était lui qui devait décider comment le ton de mon livre devait être en fait. Et on partait, putain, les Canadiennes, elles sont bonnes. Hein. Je mets un peu de touche parenthèse parce que sinon on est dans la glauque là. Bien foutu la blonde. Hein. Je crois qu'on est grillé là. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Hein, de toute façon, je vais pas. Je vais Elle est bonne. Hein. Bon, bref. Donc, vas-y, ouais. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Bon, dans quel contexte tu as écrit ce nouveau livre? Alors, le contexte chaotique psychiquement. Ouais. Car c'est un bouquin qui révélait à la fois d'un besoin d'espoir, d'un besoin de vivre, alors que on est dans un contexte, là où je vis en tout cas, qui est, comme diraient les enfers, quoi, abandonner toute espérance une fois que vous rentrez à l'intérieur. Donc voilà quoi. C'est un livre qui avait besoin d'exprimer encore une fois cette notion d'être, de ressentir un peu de désir et de sentiment vis-à-vis d'une rose de la nuit, une belle jouvencelle. C'est pour ça que j'ai appelé la protagoniste machiavélique. Je lui ai donné le nom de l'orchidée. Déjà comme ça, je ne mets pas son nom, il n'y a pas de problème, il n'y a pas les assises. Et c'est surtout parce qu'en fait, au départ, elle m'avait fait oublier la fille que j'aimais beaucoup, qui était choquée qu'un sale gros puisse être amoureux d'une belle fille. Et donc elle m'avait fait un peu oublier cette personne. Bon, cette personne, Pauline, sera toujours évidemment quelqu'un de particulier dans mon cœur et dans mon âme. Mais l'autre, donc, elle m'avait fait oublier. Et en fait, je lui ai donné le nom de l'orchidée, car une orchidée, c'est une fleur qui symbolise tellement de couleurs et tout, qui sont aussi représentent la vie. Elle me faisait penser un peu à de l'existence, à de la vie. Et comme souvent je l'expérimente et que je les vois, la vie, telle qu'elle est en tout cas utilisée et conçue aujourd'hui, dans le système actuel et tout le reste, la vie devient un mortifère, un poison. Parce que comme je disais une fois avec une interview avec un ami prêtre, ça c'est un signe ça. C'est pas grave. Comme je disais une fois avec un ami prêtre, on donne un jardin verdoyant à l'humain, le cadeau qui est la vie, quelque chose de beau, la sensualité, tout le reste, ça. Et au final, l'être humain le dénature et le torche pour en faire un maximum de pognon. Donc forcément, l'espérance et la vie deviennent quelque part l'évangile du diable. Alors, ce ressentiment, on le retrouve, c'est la substance de tes livres, de tous tes livres. Mm-hmm. Et tout à l'heure dans la voiture, je t'ai posé une question. Mm-hmm. Bon, c'est un secret pour personne, tu as été diagnostiqué schizophrène. Même après borderline, bipolaire, après trouble de l'attention énorme. Mais de toute façon, il y a aussi un truc que les gens pensent qu'il faut tout régler à coup de cachet. Il ne faut pas oublier quand même que le manque de confiance, l'effacement, la dictature de la publicité ou même la dictature de la mode, tout le reste, hein, et puis cette dictature qu'il faut toujours être avec celui qui est, comme on dit souvent, on vit dans une jungle et c'est la loi du plus fort. Et en fait, c'est à cause de ça que ça crée la frustration et même la violence que moi j'ai en tout cas, et que d'autres personnes ont, dans mon cas, fait qu'après on peut devenir le cauchemar de la société. Et c'est pour ça qu'aussi la société fabrique des êtres qu'elle va aisément diaboliser, pour après mieux les mettre sur les infos en disant c'est lui le tueur, c'est lui le coupable. Et pour la sensualité, c'est pareil. On va pointer du doigt le cassos, le gros,
le différent, il n'a pas le droit de la fille et tout. Donc plus on va mettre ça en avant, plus on va développer cette haine. Et cette haine, après, va faire ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux les incels, les machins. Parce que justement aussi, quand vous asphyxiez quelqu'un et que vous l'assoiffez, il ne va pas vous dire merci. Donc moi, je t'ai posé une question, c'est as-tu envie de guérir? Et tu m'as répondu oui et non. Oui et non. Oui et non. En fait, j'ai envie de guérir. Après, moi, c'est comme je dis, j'ai envie de vivre. Mais j'ai pas envie de vivre bêtement. Mais Alors, justement, je vais répondre à tout ça. J'ai envie de vivre en faisant ce que j'ai envie d'être. En étant écrivain, en faisant mes livres, en faisant des interviews comme ici avec des auteurs ou des reportages ou des trucs. En vivant de la sensualité, avec voilà, des filles qui me plaisent, je sais pas quoi. En étant bien et un peu moins tourmenté. Alors, guérir dans le sens avoir moins de névrose, moins de psychose, oui. Avoir un peu plus de paix et de calme, oui. Avoir un peu plus de bonheur, oui. Mais d'un autre côté, j'ai tellement été torturé et j'ai tellement été qu'au final, c'est devenu mécanique chez moi. Et quelque part, une part de moi va maintenir ça, parce que bon, j'ai été élevé là-dedans, et j'ai pris part à ça aussi. Et je vais garder cette espèce de mal-être et de névrose, et de chaos, de tout ça, de non-guérison, on va dire, de pathologique, parce que ça permettra déjà à la fois, de poursuivre dans mon exploration d'écriture, et aussi que ça va me permettre aussi, l'addiction aux médicaments, c'est chiant et tout, mais après, c'est vrai que d'un autre côté, ça justifie que je puisse me consacrer pleinement à ce que je fais. Mais là, c'est triste parce que tu sembles penser, alors si j'ai bien suivi, si je t'ai bien suivi, le fait d'être malade, ou le fait d'être... Après, j'ai vraiment le cerveau qui peut vriller ou quoi que ce soit. Le fait d'être sous médoc, ou c'est ça qui fait que tu peux produire ton écriture? Non, c'est pas d'être sous médoc, pas d'être sous médicaments. Le fait d'être constamment l'adrénaline suicidaire, être dans mon marasme des fois, comme on pourrait dire, être dans cet état après sombre, dépressif. Mais tu me disais, si je guéris, je pourrais plus écrire. Ouais, parce qu'en fait on m'a toujours dit faut que tu fasses, faut pas que tu sois écrivain, faut pas que tu fasses ce que tu fais, faut que tu ailles à l'usine, faut que tu ailles faire des trucs et tout. Avec les médicaments et tout, en plus je peux pas et ça. Mais bref, voilà, c'est ça qu'ils veulent en fait. Alors un truc qui était important aussi à dire, c'est que tu vois, je t'en ai parlé aussi. J'ai un ami compositeur de black metal atmosphérique, KLLK. Je fais un peu sa pub parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et puis c'est un ami. Il m'a dit un jour un truc intéressant. Il m'a dit, pour toi le pire, ça serait juste d'être banal. Alors d'abord, il y a à dire ça. Alors oui, c'est vrai. Le pire pour moi, j'ai besoin d'avoir un côté à la fois atypique, d'avoir une espèce de spécialité. J'ai toujours souffert de ça. Manque de pas savoir faire rire, de pas avoir de talent, de pas avoir quoi que ce soit. Ça a joué, ça aussi, les manques de confiance pour justement pousser à avoir après des tocs et des pathologies et des trucs et tout. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que oui, le manque de banalité, le besoin de ne pas être banal. Alors, dans ma pathologie et dans mes trucs, dans ma fragilité d'esprit, pour moi, par exemple, le fait... j'ai peur qu'on veuille toujours me transformer la tête, comme les trucs d'hypnose ou quoi ça, pour ne pas que je sois gothique, pour ne pas que j'écoute la musique que j'écoute, pour me rendre comme les moutons débiles, là, W9, là. Oui, mais c'est qui on? Le système, la société, tout, quoi. Les gens autour de moi qui, quand on me dit non, faut pas que tu sois gothique, faut pas machin, faut pas ça. Oui, mais qui? Je veux dire, les gens que je croise tout le temps. Oui, mais quelle crédibilité? Elle croise d'autres gens alors. Je peux pas, quand tu es en prison, tu es obligé de croiser les gens avec lesquels tu es enfermé. Montpellier, tu es obligé de croiser les cons avec lesquels tu es enfermé, quoi.
Et ça dépend les endroits que tu fréquentes à Montpellier. Centre-ville. Après, moi, voilà, j'ai pas de voiture, j'ai pas de moyens, donc ouais. Alors on me dit toujours, c'est l'excuse facile. J'ai ouais, mais bon, quand t'as rien, tu fais comment? Les gens qui ont des moyens, ils se rendent même pas compte. C'est aussi pour ça que j'essaye de retranscrire ça dans Matin Transylvanien, où quand on est complètement dans une autre réalité et tout, et qu'on n'a pas, les gens, ils pensent qu'en fait, avoir leur humanité, ils l'achètent, que ça soit en consommation, que ça soit en tout, quoi. En humanité, regardez, par exemple, aujourd'hui, vous voulez qu'une fille s'intéresse à vous, il faut tout payer pour qu'elle s'intéresse à vous. C'est-à-dire, et on va me dire, mais c'est pas des p***. Mais si, il y a une forme de prostitution, parce que tout est marchandable aujourd'hui. C'est ça que je trouve qui est... Voilà. Chaque fois, l'endroit où je fais là, les observations pour le dernier bouquin, à chaque fois, c'est non, les meufs, c'est de l'argent, hein, t'as qu'à te faire les comme ça, au moins, c'est moins cher, et voilà, les filles, il faut leur payer tout, et tout. Enfin, on en est dans ce constat-là, quoi. Et après, bon, je suis peut-être en train de ressasser tout ça, mais bon, en même temps, vous savez, quand vous vivez l'asphyxie et tout, enfin, quand voilà, quoi. Bon, après, je vais pas m'égarer, mais voilà. Mais le fait qu'il me disait, donc, t'aimes pas être banal et tout, et puis il y a un truc qui est vrai aussi, c'est que, tu vois, par exemple, si j'avais pas mon écriture, si j'avais pas ce que j'avais pu faire là, ce livre, là, si je faisais pas des reportages ou des trucs et tout, moi, franchement, être juste comme ça, là, un humain, là, je me mettrais une balle. Parce que ça m'intéresse pas. En fait, il n'y a que quand je m'habille bien et tout, là, comme aujourd'hui, comme ça, là, pour faire une interview intéressante et intelligente, pour présenter mon art, tout ça, il n'y a que ça qui me donne envie d'apprécier, moi, de m'apprécier. Parce que moi, sinon, franchement, m'apprécier pour pisser, pour chier, pour bêtement me faire insulter par les autres et regarder comme un con les trucs et ne pas avoir de talent, ne pas avoir de... Voilà, être un humain, ça m'intéresse pas. Peut-être pour ça que j'ai une fascination pour tout ce qui est anges, vampires, démons. Ils ont une flamboyance et ils ont des dons. Parce que moi qui te connais maintenant depuis un certain nombre d'années, qui ai suivi ton évolution, la plupart de tes livres, moi je distingue deux choses. Ton envie d'écrire et ton talent littéraire, d'une part, et ton écriture maladive mon écriture maladive. Oui, ton écriture. Parce que toi, tu as l'air de penser que sans ta maladie, sans ta malédiction, tu perdrais ton talent. Moi, je pense que ton talent perdurerait. C'est juste ton ressassement Avant, j'avais rien. Du Avant, j'avais que dalle. J'étais pas aucune personnalité, aucun talent, rien. Le fait que je sois un peu niqué de la tête, c'est peut-être ça qui a fait que ça m'a poussé quelques burnes. Parce que avant, j'étais la proie. J'ai toujours été de la viande pour les autres, y compris la psychiatrie, les institutions, les gosses, tout ça. J'étais de la viande. D'où mon envie de vengeance. C'est peut-être mon envie de haine et de vengeance, de me venger, ouais, qui fait que après j'ai pu développer ce côté trash et tout, qui fait que j'ai un peu un humour, je trouve mon inspiration et tout. Là. C'est peut-être ça qui fait. De toute façon, l'écriture vient souvent avec quand j'ai des crises ou quand j'ai une émotion, en tout cas, et la plupart, malheureusement, c'est souvent des émotions négatives, parce que j'ai commencé ce livre en écrivant... J'arrivais pas à écrire pendant plus d'1 an. J'étais mal, je pensais que j'arrivais plus à écrire du tout, parce que les vaccins m'avaient gazé la gueule. Et les vaccins m'avaient, à un moment donné, ça a attaqué ma plume, quoi. Donc ça m'a vraiment givrillé. Donc j'ai recommencé à flirter avec mon adrénaline suicidaire et tout. Après, bon, j'ai pu retrouver un peu, par miracle, une forme d'inspiration et tout. Donc ça a été les textes un peu plus sombres qui étaient parlés de tout l'univers, l'inspiration de la société et tout ça. Donc l'univers cauchemardesque, des 9 enfers, tout ça. Donc là-dessus, j'étais un peu reparti là-dessus. Je commençais à être bien parce que j'écrivais et tout. Mais après, donc, j'ai pu, la plupart des écrits que j'ai faits dans le livre, qui sont à peu près assez profonds et tout, ça a été aussi en traversant d'énormes gifles psychiatriques, psychologiques, que les gens, même des gens proches que j'appréciais et tout, m'infligeaient.
Et après, je suis allé loin aussi dans les dangers avec, comment dirais-je, à force de recevoir des... Quand j'ai compris, enfin, la fille avec qui me plaisait à un moment donné, je passe une soirée avec elle, avec ses potes et tout, on va dans un bar, dans une boîte et tout ça. Elle me dit, t'es sympa, t'es choupinou, on repassera des soirées ensemble. Bon, j'étais content, parce que je me suis dit, je marque des points. Je n'étais pas en train de me projeter en disant, je vais coucher avec ou quoi que ce soit. J'aurais espéré que ça soit la première fois de ma vie. Voilà, faire l'amour pour la première fois, normalement, avec une fille qui me plaisait, mais bon, bref. Mais bref, elle était bourrée, elle est rentrée, je voulais la laisser tranquille et machin. Ses amis ont dit, mais vas-y, celui-là et tout. J'ai dit, bah non, je vais pas la suivre, elle est ivre. J'ai pas envie qu'elle me voie mal, quoi. Mais comme c'est des milieux, ils parlent entre eux, ils parlent dans le dos, vous savez, comme la cour de Versailles. Donc en plus, quand c'est des gens qui travaillent dans les bars, dans les trucs et tout, et même qu'ils soient dans les bars ou pas dans les bars, mais en tout cas, ils sont dans l'hypocrisie, ils sont là, ils vous disent bonjour, ils me disaient bonjour et tout, mais les mecs, ils me surveillaient sur Facebook. Ils me surveillaient, ils regardaient les posts que je mettais où j'étais content de l'avoir rencontré et tout, machin. Et après, ils parlaient dans mon dos et elle me... Pire qu'être dégoûtée qu'un sale gros l'aime, elle, c'était l'ignominie, l'ignominie. Elle me disait même plus bonjour ni rien. Et là encore, à chaque fois, un des portiers, il n'arrête pas de me faire toujours la remarque en disant « Ah putain, elle est écœurée, elle tourne la tête comme ça, là, écœurée, tout, à chaque fois qu'elle te voit. » Donc, comment voulez-vous qu'après, on essaie d'avoir une estime de soi quand les gens vous remettent toujours à votre compte. Il y a même le gars qui me surveille et tout, à un moment donné, je lui dis en face, et il me dit bah, « Mais c'est normal, un vieux gros chauve, il peut pas... voilà, tu vois. » C'est comme ça, comment tu veux que j'ai une estime de moi si les gens me parlent comme ça direct d'emblée, comme ça, du tac au tac. Donc oui, après je vais entretenir ça, parce que de toute façon, on entretient plus facilement le négatif et le chaos, parce que le négatif et le chaos, déjà, c'est lucratif, et c'est ce que l'humain a toujours su mettre en avant. Le mal et le chaos ont toujours été l'héritage et le vestige de la nature humaine. En quoi l'être humain s'est distingué de quelque chose d'optimiste ou positif, puisque de toute façon, tout ce qui a été les avancées, que ça soit révolution sexuelle ou même révolution ou quoi que ce soit, défoncer les monarchies et tout, ils en ont fait quoi? Ils ont toujours fonctionné dans la dictature et la conquérance et la dominance. Donc, pourquoi tu n'as jamais écrit ton histoire, la véritable histoire? J'avais fait des textes autobiographiques qui étaient dans le premier livre, qui n'existent plus, que j'avais mis après un peu dans le deuxième bouquin que j'avais fait à la compagnie littéraire. Après, bon, il est plus trop en vente, et puis j'ai encore les textes. Enfin, c'était des textes qui parlaient de certains trucs. Après, mon histoire comme ça, c'est un peu compliqué. Il faudrait que j'ai quelqu'un, en tout cas, qui fasse une bonne interrogation et tout, et qu'on voit ça ensemble. Moi, après, il faut que j'ai du recul vraiment, et je peux pas. Je peux essayer de mettre des trucs en fiction comme ça. Après, moi, malheureusement, je commande pas ce que j'écris. J'aimerais bien, des fois. Il y a des trucs que des fois j'aimerais écrire, mais je commande pas. C'est ça le truc. Souvent, on dit souvent, ouais, on pense que les écrivains, c'est des mecs qui font ça sur commande et tout. C'est pas parce qu'on se met le matin et tout. Alors, j'aime bien Méline Nothomb parce qu'elle a l'air assez correcte et ça. J'ai pas lu ce qu'elle a fait, hein. Je sais pas comment elle écrit, je sais pas, machin. Mais par contre, quand elle dit un écrivain qui ne lit pas n'est pas un écrivain, désolé Madame Nothomb, mais je vous mettrai une gifle. Parce que je suis écrivain. J'ai un problème d'attention, il y a des auteurs que j'aimerais lire, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à arrêter de se concentrer. Il n'y a que en relisant un peu là pour voir un peu ce que j'avais fait pour essayer de mieux me préparer pour les interviews et ça pour ce nouveau bouquin. J'ai réussi et j'ai repris un peu confiance dans ce que j'écrivais parce que je voyais que j'avais quand même assez progressé. C'est-à-dire que la plupart des livres que j'ai faits, ça a toujours été un chapitre de ma vie, mais c'est en même temps une formation par soi-même, solitaire. Et c'est là qu'on voit qu'avec ce livre, là, j'ai commencé à être un peu plus dans le côté romancier. Même le précédent avait un côté un peu romancier. Et surtout, Matin Transylvanien et celui-là, j'ai vraiment, vraiment travaillé dur dessus. Déjà, Matin Transylvanien, quand je l'ai écrit, ça a duré plus d'1 an quand même, un peu, l'écriture. Et
je suis repassé plusieurs fois dessus. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais remasteré plusieurs fois l'ouvrage. Et celui-là, c'est pareil. En fait, il s'est écrit, il y a eu... donc le premier texte, il se fait sur plusieurs notes, que j'ai travaillé plus longtemps et tout. Après, il y a eu un texte qui, au début, il s'est écrit en 2 semaines. Le texte s'appelle L'ange décédé sait respirer. Il s'est fait en 2 semaines, puis après, je suis repassé plusieurs fois. Mais c'est celui que j'ai réécrit à nouveau en dernier, que j'ai un peu amélioré. Mais celui que j'ai énormément travaillé, il y a eu Bouc émissaire, qui est un texte assez visuel, assez là, sur le côté l'univers des enfers et tout ça, qui est un très texte que j'ai écrit aussi avec beaucoup de chaos et beaucoup de violence psychologique. Et après, il y a un texte que j'ai fait sur une période très longue, hein, plus de 2 mois presque, voire plus, je sais pas. Le texte s'appelle L'enfer, trait d'union fer. Et en fait, ce texte est écrit à un moment donné, à force que j'étais trop avec ce que la fille m'avait fait subir, avec plein de trucs et tout. J'ai eu beaucoup d'adrénaline, chaotique, suicidaire, tout ça. Et je me suis explosé les 2 bras. Et je me suis retrouvé donc plusieurs semaines paralysé. Et donc après, à un moment donné, quand j'écrivais ça, il y avait tout ce retranscrit et tout. Il y avait la fille, ça me faisait mal. Il y avait des gens que j'ai dû faire le ménage, des gens que je connaissais, que je pensais être bien et tout, que j'ai finalement dégagé. Notamment quelqu'un avec qui j'ai fait un reportage dans une librairie. Et il a eu le culot de me dire en plus, ouais, mais je t'avais dit de pas aller dans ces endroits et tout, où tu vas observer, ou machin et tout. Je veux dire, comme si c'était lui qui devait décider comment le ton de mon livre devait être en fait. Ce monde de la nuit, ces endroits que on te dit, mais que tu devrais pas, tu devrais pas aller. Je suis un peu de cet avis-là. Mais ça t'attire comme la lumière attire un insecte. Alors, oui et non, dans le sens où moi j'aime sortir la nuit pour sortir, prendre l'air, regarder les étoiles, avoir la musique dans les oreilles et tout. Après, voilà, parce que j'ai beaucoup été complexé d'être enfermé à l'hosto et tout, de ne pas pouvoir être libre la nuit et dehors. Et puis les collèges, les machins, ça, bref. Ensuite, le centre-ville est regorgé que de ça en fait. Des établissements de nuit, de merde, machin, tout. Après, moi j'y vais parce qu'il y a 2-3 personnes qui travaillent, donc je vais les voir, je parle avec eux. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'interaction avec les gens. Et c'est vrai que quand on n'a pas de quoi payer, parce que les gens maintenant s'enferment dans les bars comme des bacs à sable, et c'est là qu'ils ont une interaction sociale en payant des consommations, en payant des trucs. Donc même pour avoir une interaction sociale, il faut payer. Donc évidemment, je suis comme un SDF qui fait la manche de discussion. Et forcément, le désir, c'est comme pour la loi commerciale. Ils mettent des vendeuses bonnes parce qu'ils savent que le mec, il va rentrer pour acheter une merde. Et bien là, vous voyez dehors, vous voyez des belles filles et tout. C'est pour ça qu'ils font rentrer des belles filles gratuites dans les établissements. Parce que ça fait venir les gens. Oui. Donc vous voyez une belle nana, vous avez envie de lui parler et tout. Donc argument commercial, et après, donc payer. Et après, non seulement il y a ça, mais en plus la fille va être Machiavel et tout. Donc forcément, que je me fais blesser et tout, parce que tout ce qui est interaction et tout ce qui est possibilité de sensualité et tout le reste n'est réservé qu'à des payeurs, et en plus elle va être violente et cruelle. Donc on fabrique les crétins. Incel. Parce que pour moi, la nuit c'est pas ça, quoi. C'est pas les mecs qui sont là avec l'alcool, avec la drogue, avec la musique débile et tout ça, c'est juste des gens qui essaient de jouer à quelque chose de malsain, de mortifère, pour ressembler, on va dire, à quelque chose d'idéaliste dans leur télé qui est un exemple de merde. Et c'est pas la nuit. Après, la nuit, c'est autre chose. Moi, il y a le côté de la nuit poétique, parce que quand on est gothique, il y a la poésie de la nuit, il y a tout ça, il y a le côté fantastique, tout ça. Allez, on va changer de sujet un petit peu, si tu veux. Je t'ai proposé une rencontre à Rennes-le-Château. C'est la première fois que tu viens ici. Ah ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique.
Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu... Alors, je sais que tu connaissais pas du tout l'histoire de Rennes-le-Château, mais tu as regardé quelques trucs. J'ai regardé, il y a un reportage, ils ont juste mis un reportage vachement bien filmé, vachement pro et tout. J'y suis à la moitié, hein, je n'ai pas regardé en entier encore. Il parlait d'un truc de trésor et tout. Donc, moi j'ai surtout regardé, alors moi ce qui m'a plu c'est les côtés, tour là. La tour Magdala. La tour Magdala, là, c'est beau, côté médiéval et tout là. Après moi j'ai hâte de faire quelques images et tout, des photos là dans l'église là. On va aller faire quelques images. Avec les petits diables là, les trucs, les croix. En fait, moi ce que j'aime beaucoup dans ce qui est les églises, moi c'est pas... Alors, il y a un truc tout à l'heure, tu me disais, même le gars avec qui j'avais fait le reportage pro, Boris Axel, il voulait pas qu'on fasse d'interview dans l'église. Et il m'a expliqué ce qu'il avait peur que ça gêne les gens qui prient et tout. Et là, tu me disais aussi, c'est que ça gêne parce qu'il y a le côté aussi spirituel et ça. Je l'entends. Moi, tout à fait, je l'entends. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, donc voilà, le décor, tout ça. Ça, je peux comprendre. Mais par contre, là où moi, je vais vraiment aussi les cimetières, par exemple, ça m'est arrivé de faire une interview dans les cimetières. Et là, par contre, là où les cimetières, c'est pareil, je ne le ferai pas. Parce que c'est le côté, le repos des morts et de ça. Mais ce que j'aime, par contre, c'est l'architecture. C'est-à-dire les statues d'anges, les croix, les trucs bien dessinés. C'est ça qui est très beau aussi dans les trucs. Et là, dans les églises, j'adore tout ce qui est l'aspect architectural, tout ça. Tout ce qui est les décors. En fait, c'est les seuls endroits, si vous voulez, qui vont me représenter un peu dans mon univers. Parce qu'on est dans un pays qui n'a plus cet univers-là. Enfin, après, voilà quoi. Les gens mélangent le côté gothique avec... Enfin, certains en tout cas le mélangent avec... la déviance, l'hypersexualisation PD et tout, enfin voilà quoi. Donc il y a beaucoup de trucs. Ah, bonjour. Ah, il y a des peintres. Ah, c'est ça qui est bien. Alors ici, à Rennes-le-Château, moi je découvre. Alors le petit village et tout me fait penser à Saint-Guilhem-le-Désert. On avait fait des photos avec un ami et tout. C'est super beau le truc. Les petits habitants, les gens ils sont peinards, c'est calme. Et alors ce qui est fou, c'est qu'alors moi, reportage avec monsieur, là, que j'avais pas vu depuis longtemps. À nouveau fait un reportage pour, en plus, un bouquin que j'ai fait. C'est génial. Tu vois, ça, c'est les petits cadeaux, comme ça. Et ça me fait du bien. Tu vois, le fait de faire mes bouquins et le fait de te revoir et de refaire un truc, parce que les auteurs, enfin les artistes et tout, on a besoin des fois de débattre et de faire quelque chose. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir bien débattre et bien... Et c'est compliqué. Et là, tu vois, là, je suis sur un moment de calme et de paix. C'est une terre d'inspiration ici. C'est une terre d'énergie, de haute vibration. Donc sûrement que tu avais besoin de ça. Ouais. Alors, moi, j'en avais besoin aussi. Moi, j'adore Rennes-le-Château, donc moi, c'est je découvre, c'est vraiment, c'est super. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment avec... Et puis on croise le truc, il y a le vent qui fait du bien. Et on croise des gens pittoresques. Voilà, regarde cette dame là-bas. Non, mais ça doit être En fait, il y a un truc de méditation là, pas loin. Donc en fait, ils ont fait la méditation. C'est bien. En fait, c'est ça que là, je suis habillé comme ça, avec la chaleur et tout, et je transpire pas. À Montpellier, je suis en sueur. Et c'est fou. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on dirait que toute notion négative ou quoi que ce soit est en parenthèse. Alors il y a un truc qui est aussi important, c'est les gens des fois perçoivent le métal ou le gothique ou même quoi que ce soit, des fois de manière satanique, mortifère et tout ça. Alors il y a un moment donné quand j'explique dans le livre que le personnage se reclus, c'est reclus, c'est ça? Se cloître, il se met dans une petite crypte qui squatte, où à la fois donc il va fantasmer sur l'orchidée et tout, et comme on n'a pas d'argent, machin, bon, bref, et il va se suicider et tout à force de trop absorber et tout. Souvent, quand vous voyez par exemple dans le métal les mecs qui hurlent quelque chose de violent, de mortifère, de suicidaire, c'est une façon de réclamer aussi l'envie de vivre. De réclamer le besoin d'exister.
Et ça va être d'une côté un peu violent et tout. Moi, quand le personnage, là, je marque qui se suicide et tout, ça a été un peu la métaphore quand j'ai mes crises, quand je pète les plombs et tout. Mais ce côté de suicider pour essayer de sentir la vie, en fait. Parce que, en fait, la vie coûte de l'argent. Tout est monnayable. Donc forcément, se faire du bien, ça coûte une blinde. Se foutre en l'air, c'est moins cher. Et ben en fait, en essayant de se détruire, il ressent des sensations et des trucs sans avoir à payer. Et des trucs pour ressentir un peu une douceur de vivre, enfin un peu de paix, façon de parler. C'est comme si une espèce d'héroïne, quoi. Des fois, on va utiliser tout ce côté-là parce que on est asphyxié. Et ce besoin d'exister, ce besoin de vivre, on va l'exprimer par de la mutilation, de la mort, des trucs comme ça, parce qu'à force, on est habitué qu'à ça. Et donc, on a besoin de choses qu'on ne connaît pas. C'est là où, tu vois, par exemple, la lumière. On a attiré la lumière et tout. C'est, voilà, l'envie sensuelle, l'envie de... J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une scène métal à Montpellier. Je veux dire, dans toutes les villes, il doit bien y avoir une salle ou de concert. Ils ont commencé là depuis 2-3 ans. Ils ont fait un festival qui s'appelle Ex Tenebris. Mais bon, voilà quoi, c'est des trucs 30 € et tout, faut payer. Et voilà. Moi je connaissais pas. J'ai découvert là il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi tu essaies pas... Et après, il faut que j'envoie un mail justement. J'aimerais bien exposer mes livres là-bas. Mais voilà, je veux dire, si tu peux toucher un public, c'est là. Ouais, moi j'aimerais bien justement. Après, voilà, j'y suis allé déjà voir une personne organisatrice qui m'a dit il faut envoyer un mail à une telle personne, nous on s'en occupe pas, alors que sur le site c'était eux qui s'en occupaient. Et même au plan national, pourquoi tu contactes pas des youtubeurs, des assos, des... Alors les youtubeurs, ça c'est compliqué de les contacter, j'ai essayé. Hein. En fait le problème c'est que, alors ça c'est un appel que je fais pour tous artistes et pour tout là. Les youtubeurs qui font des interviews ou des trucs comme ça, mettez un endroit où on peut vous contacter ou un truc comme ça et que vous répondez quoi, parce que nous aussi on a des trucs à dire, on aimerait bien les présenter quoi. Ensuite pour tout ce qui est gothique et ça, alors ça c'est un appel que je fais, je suis une page sur Facebook, soirée gothique et ça. Le problème c'est que je sais qu'il faut être un peu intronisé parce qu'on peut pas arriver comme ça, comme si on était chez nous. Donc comment contacter ces... Parce que moi j'aimerais bien justement fréquenter les voir, parler un peu. Le problème c'est que c'est à Paris. Moi je suis à Montpellier. C'est une organisation, que ça soit financière, ça faut tout gérer. Après moi je le fais. Mais si je sais que je peux être, en tout cas accueilli, reçu, pour pouvoir présenter mes trucs. Parce que je sais que c'est des trucs, ils mettent pas les adresses, ils mettent pas les contacts, ils mettent des photos de leur soirée. Et voilà, on peut pas contacter les gens. Après, voilà quoi, il faut être intronisé et il faut pouvoir les rencontrer. À Paris, voilà, je sais qu'il y a des endroits là. À Paris, on peut, hein, à Paris, il y a. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir les endroits, il faut être accepté. Et voilà, ça, si ça se faisait, ouais, ça ferait avec un grand plaisir. Et le problème, c'est que voilà. Et ensuite, pour ce qui est niveau sensualité, par exemple, j'aimerais bien donner un exemple. Il y a, par exemple, les gens normaux, pour eux, ils vont penser, quand ils vont penser sensualité et tout le reste, ils vont penser Clara Morgan et des trucs un peu porno graves. Moi, si je vais vous donner un exemple de sensualité, je vais vous donner par exemple Dita Von Teese, qui est une femme, qui est intelligente, qui est une artiste, qui revendique le sexe et la sensualité, tout en étant dans le côté élégant, érotique et tout ça. Et cette dame-là, que je suis très fan de cet artiste, ça a démystifié cette négation extrême que j'avais de la sexualité. Parce que j'ai découvert, en exorcisant moi-même, quoi, en m'autorisant un tabou de se faire du bien, en pensant à une fille qu'on aimait. Parce que je pensais que aimer une fille et coucher avec, c'était la disgracier. Et c'est elle qui m'a fait comprendre qu'on pouvait avoir du désir et de l'envie sexuelle sur une fille dont on est amoureux. Et c'est comme ça que ça m'a permis, quelque part, de parler et d'évoquer facilement la sensualité.
Et c'est ça qui a permis aussi d'explorer autre chose dans mes livres. Avant mes livres, je restais cloîtré dans le côté romantique, dans les églises, le côté prière et tout. Et c'est après, en explorant plusieurs thèmes et en m'ouvrant à la sensualité, à tout ce qui est satanique et tout ça, machin, en l'évoquant normalement, ça m'a permis d'explorer autre chose et de fabriquer un monde un peu plus à moi. En mode enfer de Dante, horrifique, tout ça. La sensualité, on peut coucher à droite à gauche, mais du moment qu'il y a de la tendresse et de la bienveillance. Et la sensualité, c'est de la spiritualité. C'est un moment de vie, en fait. Allez, Merci, Vincent, le dernier mot. Le dernier mot, créativité, écriture, spiritualité, sensualité, amitié, humanité. Voilà. Merci les scribouillards. À très bientôt. L'ami des auteurs.